C'était un empire immense, celui d'une dynastie turque venue des confins de l'Asie mineure, combattant de l'islam, les Ottomans. En 1453, il soumettait l'empire byzantin, dont la capitale, Constantinople, deviendra Istanbul. À leur apogée au XVIIe siècle, ils assiégeaient Vienne. Leur empire s'étendait sur 3 continents, de la mer Noire à la mer Rouge, imposant sa loi à une incomparable mosaïque de peuples et de croyants. En un siècle pourtant, l'Empire ottoman va se disloquer. Des Balkans au Moyen-Orient, l'onde de choc de sa chute n'a pas fini de résonner. Les fractures du monde qui est le nôtre en sont nées. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Au cœur de l'Europe, le rappel de la tragédie des guerres yougoslaves, dernier conflit du XXe siècle. Sarajevo, assiégé durant plus de 3 années par les forces nationalistes serbes, déterminées à détruire ce qui avait été un exemple de coexistence entre les peuples. Serbes, orthodoxes, croates, catholiques, bosniaques, musulmans. Une entreprise de nettoyage ethnique dont les civils bosniaques auront été les premières victimes. Slaves comme les autres, mais héritiers de ceux qui s'étaient convertis à l'islam au temps de la conquête des Balkans par les Ottomans au XIVe siècle. Les guerres de Yougoslavie ont ravivé beaucoup de clichés. En particulier cette idée que pour quelques raisons obscures, peut-être à cause des Ottomans, les peuples de cette région d'Europe s'étaient toujours haïs. Et que c'était pour cela que tout avait explosé en 1991 et 1992. Or, quand on connaît l'histoire de l'Europe orientale, on sait que c'est faux. Ce n'est pas une histoire de tension ethnique, mais une histoire de coexistence complexe entre les différents peuples et confessions religieuses. L'enjeu pour les historiens des années 90 était donc de combattre ce cliché tout en prenant garde de ne pas en créer un autre. Celui d'un empire ottoman idyllique et paisible où juifs, chrétiens et musulmans se seraient aimés les uns et les autres. Au regard des violences et du chaos qui ont suivi, l'époque ottomane a pu faire figure d'âge d'or. Mais en réalité, l'ordre social qui y régnait était un ordre inégalitaire. Les non-musulmans étaient inférieurs aux musulmans, soumis à un impôt spécifique, interdits de porter les armes ou de prosélytisme. Chrétiens orthodoxes, catholiques arméniens et juifs étaient ainsi organisés en milliers, un terme ottoman désignant une confession ou une communauté. Chaque millet était administré par son clergé, responsable autant des affaires religieuses que civiles. À travers tout l'Empire, des Balkans en Anatolie, du Mont Liban en Terre Sainte, ce système des millets a permis aux chrétiens, juifs et musulmans de coexister, de vivre côte à côte plus qu'ensemble sans se mélanger. Un ordre imparfait mais fluide, garant pendant plus de 4 siècles de la stabilité de l'Empire. Un ordre accepté tant que les peuples soumis ne revendiquaient d'autre identité que leur religion. Dès qu'il sera confronté aux politiques, ce système va s'effondrer. C'est ce qui se passe au XIXe siècle. Et c'est le grand défi pour l'Empire ottoman.
Comment adapter un système de gouvernement qui fonctionnait dans un monde pré-politique à un monde politique? Ce nouveau monde politique qui va défier l'Empire est né des idéaux de la Révolution française. Des nouvelles aspirations des peuples à la liberté et à l'émancipation, irréconciliables avec l'idée même d'Empire. Les Grecs seront les premiers à contester le joug ottoman. En 1821, une révolte éclate. Elle devient bientôt une véritable guerre d'indépendance. Le sentiment d'une identité grecque existait bien avant le début du XIXe siècle. Elle se fondait notamment sur l'héritage de la Grèce antique et surtout sur la religion chrétienne orthodoxe. Ce sentiment d'identité était partagé par les chrétiens des Balkans dans leur ensemble. Leurs élites, les élites chrétiennes, étaient grecques. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, tous les chrétiens des Balkans, indépendamment de leur langue, avaient un même chef spirituel, le patriarche grec orthodoxe de Constantinople. Et donc, que ce soit par la religion, par la langue ou par l'éducation, on peut dire que l'identité grecque a longtemps été dominante parmi les populations chrétiennes de l'Empire ottoman. Avec la Révolution grecque, les chrétiens orthodoxes de l'Empire vont se concevoir comme un peuple fort d'une langue et d'une histoire. Une nation grecque aspirant à un État indépendant. Un exemple pour les autres minorités de l'Empire, de quoi le miner de l'intérieur. Ses ennemis l'ont compris. Au prétexte de protéger un peuple chrétien opprimé par l'Empire musulman, la France, la Grande-Bretagne et la Russie soutiennent les indépendantistes grecs. Tous convoitent les territoires ottomans, en Europe comme en Orient. La Grèce, au cœur de la Méditerranée, est une position stratégique. En particulier pour la Russie qui ambitionne de contrôler les détroits de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que les puissances étrangères étaient en rivalité dans la région. Les intérêts de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie étaient bien souvent contradictoires. Souvent, deux de ces puissances s'alliaient pour combattre la troisième. Et donc, la Grèce s'est retrouvée à la croisée de ces intérêts contradictoires, en particulier entre ceux de la Grande-Bretagne, qui était la grande puissance navale de la Méditerranée orientale, et ceux de la Russie, en quête d'une sortie sur la mer Méditerranée. En 1829, c'est à Londres que l'indépendance de la Grèce est négociée par la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Une indépendance qui bouleverse le destin de l'Empire. L'Empire ottoman dominait tout le Moyen-Orient à cette époque. C'était l'un des plus grands empires. La perte de la Grèce continentale et du Péloponnèse était insignifiante d'un point de vue territorial. Mais symboliquement, c'était très important. Cela a signifié le début des insurrections qui vont marquer tout le XIXe siècle et qui vont conduire à la perte des Balkans par l'Empire ottoman. C'est un grand traumatisme que l'histoire turque porte encore en elle. La contagion est immédiate. Encouragés par la Russie, les Slaves de Serbie et de Roumanie se soulèvent et gagnent leur autonomie. Toujours vassaux de l'Empire, mais en marche vers leur indépendance. Comment enrayer la vague? Dès 1839,
le sultan Abdülmecid initie une vague de réformes sans précédent de l'Empire, les Tanzimat. Il promet liberté et sécurité pour tous les sujets ottomans et l'égalité de tous, musulmans comme non musulmans, devant la loi et devant l'impôt. Comme s'il était encore possible de créer un citoyen ottoman fidèle à son empire. Je crois que les bureaucrates de l'Empire ne saisissent absolument pas la densité, l'intensité des demandes d'émancipation de ces communautés-là. On passe d'une identité confessionnelle pure et simple vers une identité nationale. Autrement dit, chaque confession se détermine ou se conçoit, se perçoit comme une entité nationale. Et le fait qu'il y ait des langues serbes, bulgares, arménienne qui constitue en quelque sorte le socle de ces communautés confessionnelles accélère le processus de nationalisation. Peu à peu, les milliers ottomans se sont transformés en nations. Des nations qui se fondent sur l'identité religieuse autant que sur la langue. Les Balkans n'ont cessé d'en assumer l'héritage. En Bosnie, c'est ainsi qu'un même peuple slave, parlant une même langue slave, s'est divisé en nations antagonistes. Chrétiens orthodoxes, se disant serbes, musulmans, revendiquant en réaction leur propre identité nationale, ni serbes, ni ottomans, bosniaques. En 1875, une révolte des paysans serbes éclate dans la province. Elle va accentuer la rupture entre les peuples. Les propriétaires terriens en Bosnie étaient plutôt musulmans et les paysans étaient plutôt chrétiens orthodoxes. Donc, une révolte paysanne peut se comprendre soit comme une révolte de classe, soit comme une révolte ethnique. Un historien nationaliste dira que les événements de 1875 en Bosnie-Herzégovine étaient une révolte nationaliste. Mais selon les sources de l'époque, c'était vraiment les deux. La région souffre alors de famine endémique. Le climat est précaire, les moissons sont mauvaises. Donc, est-ce une révolte ethnique ou non? Ce sont les deux à la fois. Dans tous les Balkans, les paysans chrétiens prennent les armes. La répression est brutale. Menée par des mercenaires ottomans, les Bachibouzouk. En Bulgarie, ils s'adonnent au massacre. La presse occidentale rapporte les événements. L'Europe prend fait et cause pour les chrétiens de l'Empire ottoman. Le Turc devient une figure repoussoire, coupable des pires atrocités. Quitte à passer sous silence les représailles infligées aux populations musulmanes des Balkans. « 1876 est l'année de tous les périls. La révolte de Bosnie est devenue la crise d'Orient. Le pouvoir ottoman vacille. À Istanbul, un coup d'État démet Abdulaziz, le sultan régnant. Son successeur, Mourad, est soupçonné de folie. En août 1876, le pouvoir est confié à Abdülhamid, le frère de Mourad. À la mosquée impériale d'Eyüp, il est ceint de l'épée d'Osman, le fondateur de la dynastie. Il a 34 ans, il devient le 34e sultan ottoman. Abdülhamid, c'est le sultan du dernier sursaut qui, au moment où l'Empire commence à se fragmenter sous l'effet à la fois des nationalismes internes des Balkans, en particulier
et de la pression des grandes puissances, tente de jouer de nouvelles cartes. On pense qu'il va être un libéral et qu'il va donner à l'Empire une constitution. Ce rêve, qui a quelques années, ce rêve des libéraux ottomans, dont il pense qu'il va résoudre tous les problèmes de l'Empire, qui va être une sorte de panacée qui empêchera en particulier les grandes puissances d'intervenir. Abdulhamid réalise le rêve des libéraux. Il y aura une constitution, des élections, un parlement. L'égalité entre tous les sujets, musulmans comme non musulmans, est confirmée. Pense-t-il ainsi calmer les ardeurs nationalistes dans les Balkans, réfréner les puissances européennes qui exigent toujours plus de réformes? Ces illusions seront de courte durée. En avril 1877, la Russie lui déclare la guerre. Le grand problème pour l'Empire ottoman, c'est la Russie. La Russie veut abattre l'Empire ottoman parce que la Russie se veut protectrice des Slaves et en particulier ces Balkans. Il y a un mouvement pan-slave qui est considérable et qui joue, je pense, fortement sur les dirigeants russes à cette époque-là. Quelqu'un comme Dostoïevski, par exemple, ne rêve que de prise de Constantinople. Il ne rêve que de voir Constantinople devenir Tsarigrad, la ville des tsars. C'est ainsi d'ailleurs qu'on l'appelle en russe à cette époque-là. Et donc il y a quelque chose qui est formidable. Il y a la chrétienté contre l'islam, il y a le panslavisme contre l'Empire ottoman, il y a beaucoup de choses en jeu. En quelques semaines, les Ottomans sont vaincus. La Russie envisage un vaste plan de démantèlement. Mais ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Autriche-Hongrie n'entendent la laisser s'arroger seule les dépouilles de l'Empire. En juin 1878, les grandes puissances européennes se réunissent en congrès à Berlin. Les Ottomans sont représentés, mais leur voix ne porte pas. Ils ne seront autorisés à discuter de rien. L'heure est au grand partage. La Russie victorieuse s'octroie des territoires dans le Caucase. Elle obtient surtout qu'un nouvel État chrétien soit créé, la Bulgarie. Officiellement vassale de l'Empire ottoman, mais en réalité sous tutelle russe. La Roumanie, le Monténégro et la Serbie gagnent définitivement leur indépendance. Quant à la Bosnie-Herzégovine, elle est occupée par l'Autriche-Hongrie qui contrecarre ainsi l'influence russe dans les Balkans. Au total, l'empire d'Abdulhamid perd plus de 200 000 km² en Europe. La véritable histoire de toute cette époque, ce n'est pas seulement l'histoire de la perte de territoires ottomans, mais l'histoire de la perte de leur foyer pour les musulmans ottomans et le déplacement de millions de personnes. Un déplacement extrêmement violent. C'est à cette époque que l'on commence à identifier les réfugiés comme un problème international. La crise de 1876-1878, tout comme l'expansion de l'Empire russe autour de la mer Noire qui avait créé des centaines de milliers de réfugiés musulmans, marque vraiment le début de l'ère moderne du réfugié. Je présente mes plus humbles devoirs à votre grandeur. Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens? Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre. Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité dont bénéficient les peuples que je viens d'étudier.
Nous allons essayer. Après la guerre, après l'humiliation de Berlin, Abdulhamid a refermé la parenthèse libérale. Il a suspendu la Constitution de 1876 et règne désormais seul en despote. Un despote éclairé toutefois. Abdulhamid n'a pas renoncé à sauver l'Empire. Il veut, ce sont ses mots, ajouter à la civilisation de l'Orient ce qu'il y a de bon dans la culture occidentale. Sous son règne, l'armée, l'administration, la justice, le commerce, les infrastructures sont modernisées. L'éducation est une priorité. Des académies militaires, de médecine ou de droit sont fondées dans tout l'Empire. En 1888, l'Orient Express rallie pour la première fois Paris et Istanbul en 3 jours seulement. Les voyageurs affluent, les modes et les influences occidentales aussi. Istanbul, Constantinople, est une ville qui fait rêver et dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle est complètement transformée par la modernité. Et sous Abdulhamid, même si c'est une période d'oppression, de répression, d'autocratie, etc., il y a une belle époque stambouliote. Il y a une belle époque autour du Pera Palace, il y a l'arrivée, je crois, à 2 ou 3 reprises de Sarah Bernard. Enfin, il y a une nouvelle classe sociale, une petite bourgeoisie à col blanc, qui se forme et qui est elle-même le produit de cette modernité. Et ce sont des gens qui bénéficient en quelque sorte de la survie de l'Empire. Les Européens ont eux aussi tout intérêt à la survie de l'Empire ottoman. La France et la Grande-Bretagne en particulier ont investi dans le commerce, dans les sociétés de chemin de fer ou de mines. La Banque impériale ottomane, banque d'État, est elle-même fondée sur des capitaux français et britanniques. Une position dominante renforcée par le système des capitulations. Ces traités renouvelés depuis le XVIe siècle qui accordent aux Européens des privilèges considérables au sein de l'Empire, qu'il s'agisse de commercer librement ou d'être exemptés de tout impôt. Au XIXe siècle, les capitulations sont désormais octroyées à toutes les nations occidentales et c'est en quelque sorte une garantie d'inviolabilité. C'est un laissez-passer complet, c'est quelque chose qui, en gros, donne à tout étranger protégé par les capitulations le droit de faire ce qui lui plaît sans être inquiété par les autorités ottomanes. Donc c'est inviolabilité, extraterritorialité, c'est un privilège presque colonial. L'existence des capitulations est une violation de nos droits, écrira le sultan Abdulhamid. Mais que faire ? Sa marge de manœuvre est limitée. À son arrivée au pouvoir, il a trouvé un État en faillite, incapable de rembourser ses dettes contractées sur les marchés français et britanniques. En 1881, une administration de la dette publique est créée. Elle limite son pouvoir. C'est un consortium qui s'octroie le droit de mettre la main sur autant de revenus de l'État qu'il peut falloir pour assurer la solvabilité de l'Empire et le repaiement de la dette. C'est une atteinte directe à la souveraineté fiscale de l'Empire. Il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup d'amertume, parce que on se lance dans un projet de modernisation et que dans modernisation, dans le sens d'occidentalisation, il y a le sous-entendu que l'Orient est incapable de se transformer lui-même sans stimulus externe, etc. Ça crée une sorte de complexe d'infériorité qui est encore visible ou sensible en Turquie. Et cet étrange amalgame d'amour et de haine pour l'Occident, on aime, on veut imiter, on veut devenir, et on leur en veut pour avoir dominé, pour avoir annulé en quelque sorte notre propre modèle, etc.
Longtemps, la France et la Grande-Bretagne ont protégé l'intégrité de l'Empire ottoman, garantie de sa stabilité. Mais en cette fin de siècle, les priorités changent. L'impérialisme européen est à son apogée, en quête de nouvelles ressources, de nouveaux marchés. La France avait déjà conquis l'Algérie ottomane. En 1881, elle s'empare de la Tunisie. L'année suivante, c'est au tour de l'Égypte d'être occupée par la Grande-Bretagne. Via le canal de Suez, elle se rapproche ainsi du fleuron de son empire colonial, l'Inde. Pour les Ottomans, c'est une trahison. Mais pour une puissance jusque-là discrète, c'est une opportunité de se placer dans le jeu ottoman. L'Allemagne est devenue une grande puissance économique. Elle concurrence et finalement dépasse la Grande-Bretagne, jusqu'à pouvoir se mesurer aux États-Unis. C'est très important. L'Allemagne compte désormais parmi les 3 premières puissances commerciales du monde, dans un contexte de globalisation des échanges sans précédent. L'engagement de l'Allemagne en Orient, et particulièrement dans l'Empire ottoman, doit se comprendre dans ce contexte. En 1889, le Kaiser Guillaume II se rend à Istanbul en visite officielle. Abdulhamid le reçoit avec faste. En symbole de leur amitié nouvelle, les 2 empereurs ébauchent les plans d'une nouvelle ligne ferroviaire. Elle ira de Berlin jusqu'à Bagdad. En Mésopotamie, vers le golfe Persique et ses champs de pétrole, aux portes du domaine protégé de la Grande-Bretagne. Plus tard, à l'occasion d'un voyage en Terre Sainte, Guillaume II marque un nouveau point. À Damas, il se proclame officiellement l'ami et le protecteur des peuples musulmans. Cela signifie 2 choses. Tout d'abord, cette déclaration réjouit les Ottomans. Elle leur prouve que le Kaiser ne cherche pas, lui, la désintégration de l'homme malade, mais au contraire qu'il s'engage pour son unité. Il est chaleureusement accueilli comme un allié européen qui se distingue des autres grandes puissances en prétendant stabiliser l'Empire. Mais cette déclaration est aussi une prise de position vis-à-vis des puissances traditionnelles, britanniques, françaises et russes, présentes dans la région. Très clairement, elle annonce un engagement politique du Kaiser dans la région. Les Allemands sauront jouer du fait que c'est une nation nouvelle et que c'est une nation et un empire qui, jusque-là, n'a pas trahi les intérêts ottomans, n'a pas participé à l'exploitation de ses ressources, n'a pas été présent dans ce grand jeu de la question d'Orient et qui arrive à se prononcer en faveur de ce que les autres oublient toujours, c'est-à-dire les musulmans. C'est un coup politique des plus habiles. À l'heure où le sultan Abdulhamid fait justement de l'islam un argument politique et stratégique de premier plan. Les Ottomans voulaient éviter que l'expérience des Balkans, marquée par le développement d'identités nationales distinctes basées sur la religion et l'histoire, ne se reproduisent dans le monde arabe. La balkanisation avait signifié la partition et la sécession de territoires entiers dont la puissance de l'Empire ottoman dépendait. Si la même chose se reproduisait dans le monde arabe, alors l'Empire serait réduit au territoire turc, ce que les Ottomans voulaient éviter à tout prix. D'un côté, Abdulhamid est parfaitement conscient qu'un jour ou l'autre, l'Empire risque de perdre les Balkans. Et que le repli sur l'Asie mineure, déjà définie plus ou moins comme l'Anatolie, pourrait être inévitable. Et donc, il faut protéger le noyau dur de l'Empire, qui selon lui est le noyau turc, par une périphérie musulmane. Qui peut constituer cette périphérie musulmane? Les Albanais, les Kurdes et les Arabes.
Abdulhamid n'est pas seulement sultan, souverain temporel. Il est aussi calife, commandeur des croyants, leader spirituel de l'islam sunnite. Un attribut qui remonte au XVIe siècle et à la conquête des lieux saints de la Mecque et de Médine par les Ottomans. Il va investir pleinement ce rôle et faire de l'islam un nouveau ciment pour son empire. Un empire recentré, dont la population est désormais aux 3/4 musulmane. En 1900, à l'occasion de son jubilé, Abdulhamid inaugure une nouvelle voie ferrée, la ligne du Hedjaz, la ligne sacrée qui rejoint Istanbul à la Mecque. Elle rappelle que les Ottomans sont les gardiens du pèlerinage et qu'ils rayonnent au-delà des frontières de l'Empire. Je crois que son objectif, c'était de faire de l'Empire ottoman une grande puissance musulmane. En fait, un grand État musulman, c'était d'ailleurs le dernier grand État musulman de l'histoire, puisque l'Iran est déjà presque sous tutelle, l'Afghanistan également, et les autres sont colonisés. Donc, on peut dire que c'était une façon aussi de jouer à la grande puissance mondiale, si vous les voyez, parce que il était en contact avec, depuis l'Algérie jusqu'à l'Indonésie, si vous voulez, il était en contact avec un monde musulman qui était extrêmement important en nombre et en étendue, si vous voulez, et ça lui donnait donc, ça donnait le sentiment que oui, l'Empire ottoman est une grande puissance sur le plan diplomatique, puisqu'il a des cartes un peu partout dans le monde. C'est avant tout à l'intérieur de l'Empire ottoman que la politique du califat se joue. Syrie, Palestine, Mésopotamie, Hedjaz, Yémen. Longtemps négligées, les provinces arabes vont retrouver les faveurs du sultan. Le chemin de fer les rapproche du centre de l'Empire. Des écoles et des académies sont ouvertes. Les élites locales sont mises en avant, intégrées dans l'armée et dans l'administration. Et même si déjà résonnent à Beyrouth ou à Damas des appels à l'autonomie ou au renouveau culturel, les provinces arabes demeurent loyales à l'Empire. Les peuples des provinces arabes avaient conscience de ce qui s'était passé en Afrique du Nord, de l'occupation britannique de l'Égypte en 1882. Beaucoup de penseurs politiques de Beyrouth, Damas ou Bagdad comprenaient que s'ils réclamaient leur indépendance et sortaient de l'Empire ottoman, ils s'exposeraient à une occupation européenne. On est vraiment dans un âge prénational. L'ordre ottoman se maintient dans les provinces arabes, nourrissant l'illusion d'un empire stabilisé, cohérent dans ses nouvelles frontières. Mais à quel prix ? En Anatolie orientale, une minorité chrétienne s'est à son tour éveillée au nationalisme. Les Arméniens. Dispersés entre les empires ottomans, russes et perses, ils revendiquent une religion, une langue et une histoire ancienne. Une menace pour les Ottomans, au cœur même de ce qu'ils considèrent comme le noyau dur de leur empire, anatoliens, turcs, musulmans. En 1894, une révolte éclate à Sassoun. En représailles, des populations arméniennes sont massacrées. C'est un prélude au génocide de 1915. Ces massacres marquent définitivement une rupture dans l'histoire impériale. Pas seulement du 19e siècle, mais impériale tout court, car l'idée qu'on puisse impunément exterminer une population est considérée comme légitime. Je crois que l'idée d'homogénéisation ethnique est également déjà là. Et on voit cela d'ailleurs très nettement à travers les quelques éléments qu'on a, 200 000 victimes sur une population de, à l'époque sans doute d'1,5 million, c'est quand même pas rien. Il y a vraiment une volonté d'État de changer la donne démographique, mais aussi de marquer la mémoire arménienne d'une page extrêmement traumatisante pour prévenir d'autres types de contestations ou d'autres types de revendications.
L'opinion européenne est indignée. Dans la presse de l'époque, Abdulhamid est caricaturé comme le sultan rouge, le grand seigneur, le boucher. Pour autant, les gouvernements européens n'interviennent pas. Les Arméniens, officiellement protégés depuis le Congrès de Berlin, sont abandonnés à leur sort. L'Empire s'est recentré sur l'Anatolie, l'Asie mineure. Mais c'est dans les Balkans que se prépare sa chute. Dans ces derniers territoires européens, en Macédoine, où s'affrontent désormais nationalistes serbes, grecs et bulgares. Le nationalisme grec était expansionniste et il convoitait bien entendu la Macédoine. Il faisait sans cesse référence à la Macédoine de l'Antiquité, au roi Philippe et à Alexandre le Grand. C'était omniprésent dans le mouvement nationaliste grec depuis le début. Mais très vite, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, est apparu à son tour le mouvement national bulgare. Et lui aussi revendiquait la Macédoine, tandis que le mouvement national serbe réclamait une partie de la Macédoine du Nord. Il y avait aussi des mouvements locaux, et tous agissaient comme si l'Empire ottoman n'existait pas. Ces différents nationalismes chrétiens s'affrontaient violemment entre eux, curieusement bien plus violemment que lorsqu'ils combattaient l'Empire ottoman, qui représentait tout de même l'État dans cette région. C'est un processus. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient tous découverts soudainement grecs ou bulgares ou turcs. L'enjeu est alors de prouver que les chrétiens orthodoxes de Macédoine sont tous grecs ou bulgares. C'est un combat qui durera des dizaines d'années. Un combat mené dans les écoles, dans les églises et dans la presse. Dès 1905-1906, cela devient très violent. C'est une guerre entre la Grèce et la Bulgarie qui se déchaîne sous les yeux des officiels ottomans. Et c'est alors qu'une autre question commence à émerger. Les musulmans de la région sont-ils seulement musulmans ou ont-ils aussi une identité nationale? La réponse viendra des rangs de l'armée ottomane. Le 3 juillet 1908, à Salonique, un groupe de jeunes officiers se mutine. Comme tout militaire ottoman, ils sont musulmans. Issus du comité Union et Progrès, la principale force d'opposition au sultan, ils revendiquent aussi leur identité turque. Les défaites et les replis successifs de l'Empire les ont humiliés. Ils veulent en finir avec le régime autoritaire d'Abdulhamid et sauver l'Empire. On les appelle les jeunes Turcs. En 3 semaines, ils enflamment les Balkans et menacent le pouvoir. Le 23 juillet, le vieux sultan Abdulhamid doit rétablir la constitution libérale de 1876, celle-là même qu'il avait lui-même suspendue en 1878. C'est l'euphorie, un moment de liberté et de fraternité sans précédent. Dans un discours célèbre, Ismail Enver, l'un des meneurs de la Révolution, déclare « Nous sommes tous frères. Il n'y a plus de Bulgares, de Grecs, de Serbes, de Roumains, de Juifs au sein de notre empire. Nous nous glorifions d'être ottomans. » La fraternisation entre les communautés chrétiennes, juives et musulmanes. Dans les Balkans, les révolutionnaires socialistes publient des tracts pour dire que enfin la réforme est arrivée, que enfin la Turquie est devenue un État démocratique ou un État moderne. Donc voilà, l'émancipation est là. Les Arméniennes abandonnent la lutte armée. Il y a une ivresse de liberté dans les grandes villes du pays.
Bien sûr, il y a un peu de caricature, il y a un peu de rhétorique boniste dans ces embrassades de religieux grecs avec des imams musulmans, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une effervescence, et notamment pour ce qui est des médias, il y a la presse qui commence à reprendre du poil de la bête après 30 ans de censure. Donc il se passe des choses intéressantes entre 1908 et 1912 à peu près à Istanbul. Le paradoxe de cette révolution jeune turque, c'est qu'elle semble sauver l'Empire ottoman, mais qu'en fait, elle donne à tous ces éléments centrifuges, si vous voulez, qui sont en germe dans l'Empire, davantage d'audience, davantage de possibilités de s'exprimer. Donc, le paradoxe, c'est ça, et que les jeunes Turcs se rencontrent très vite. Alors, ce qu'ils proposent en première instance, c'est que, d'accord, on conserve l'Empire ottoman, on retient les demandes des non-musulmans, mais c'est l'élément turc qui doit dominer l'Empire. Les jeunes Turcs, patriotes, vont peu à peu se transformer en nationalistes turcs. La vague nationaliste née en Grèce un siècle auparavant a finalement atteint le cœur, le noyau dur turc de l'Empire ottoman. Il est en sursis. Dans le chaos qui suit la révolution, la Bulgarie, encouragée par la Russie, proclame son indépendance. L'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine. Les Ottomans sont désarmés. À Istanbul, la contre-révolution gronde. Les jeunes Turcs accusent le sultan de l'encourager. Le 27 avril 1909, Abdülhamid est déposé et exilé à Salonique. Son frère cadet, Reshad, lui succède sous le nom de Mehmet V. À son tour, il est conduit à la mosquée d'Eyüp. Les fastes de l'Empire sont maintenus, mais en réalité, le nouveau sultan ne sera plus qu'un figurant. Le gouvernement est désormais aux mains des révolutionnaires. Au printemps 1911, à leur demande, Mehmet V se rend en Macédoine. Une tournée impériale destinée à raviver le pouvoir ottoman dans ses dernières possessions européennes. De Salonique au Kosovo, il est acclamé. Les dignitaires religieux défilent aux côtés des écoliers. Illusion de l'unité. Car qui peut ignorer encore que la région entière échappe aux Ottomans? Même les Albanais musulmans, ceux que l'on appelait le dernier bastion, la ceinture de fer de l'Empire, se sont révoltés. Pris en étau entre les Serbes, les Grecs et les Bulgares, les Albanais revendiquent à leur tour leur identité nationale, fondée sur leur langue, leur culture, leur foi. Musulmans sans être ottomans. Une confrérie minoritaire mais influente contribue à façonner cette identité singulière. Ce sont les Bektashi. Nous étions de ceux qui revendiquaient un État, qui demandaient l'indépendance. Nous ne considérions pas le sultan comme notre père. L'État ottoman persécutait ceux qui voulaient créer un État albanais. Ils ne pouvaient agir en plein jour. Et c'est pour cela qu'ils ont été accueillis dans nos temples.
Aujourd'hui, certains disent que nous étions soumis aux Turcs. Mais non. Nous partagions certes la même foi musulmane, mais politiquement nous étions dévoués à l'Albanie et à nulle autre patrie. C'était l'attitude des Bektashi. Les Albanais seraient restés loyaux à un empire qui aurait reconnu leur autonomie. Mais à leur demande, le nouveau pouvoir oppose la force. Au Kosovo, les insurgés albanais prennent le maquis. La rupture est consommée. Les Balkans n'attendent plus qu'un signe pour affronter définitivement l'Empire. Il viendra de Tripolitaine, de Libye, dernière province ottomane sur le continent africain que convoite l'Italie. Rome passe à l'offensive en septembre 1911. L'armée ottomane résiste, mais n'empêche pas l'avancée italienne. L'occupation de la Libye a montré que l'Empire ottoman ne peut se défendre. Le moment est venu pour la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie. Unis pour l'occasion en une alliance balkanique, ils déclarent la guerre en octobre 1912. Des mercenaires albanais les rejoignent. Déjà éreintée en Libye, l'armée ottomane est écrasée. Salonique, la ville de la Révolution de 1908, est occupée par les forces grecques. Le fait que cette ville tombe sans résistance, puisque l'armée ottomane n'a pas résisté, est considéré effectivement comme une humiliation. Et que cette chute soit suivie de celle d'Edirne, qui est à 2 pas d'Istanbul, est considérée comme une double source d'humiliation. À partir de cela, le discours se racialise. On a un discours extrêmement hostile à l'encontre des Bulgares, des Grecs, des Serbes. L'idée que l'ensemble de ces communautés chrétiennes sont les ennemis de l'Empire devient le lieu commun. L'idée que l'Europe a trahi l'Empire, l'Europe n'a pas défendu l'Empire, est très largement propagée. Ces territoires, c'était fondamental. C'est pas du tout une sorte d'annexe de l'Empire. Les Turcs ont pris pied dans les Balkans un siècle avant la prise de Constantinople. Ils ont fondé leur deuxième capitale, à Edirne, Andrinople. Les Balkans aussi, c'était les régions les plus riches, les plus ouvertes, les plus modernes, d'une certaine façon, dans l'Empire. Salonique était une ville, à la fin du XIXe siècle, peut-être plus moderne qu'Istanbul. Si vous voulez, c'est une vitrine aussi de la modernité, etc. Bon, tout ça est perdu. En 1912-1913, Salonique disparaît, devient grecque. C'est un traumatisme terrible. Les nations des Balkans ont vaincu l'Empire, pris leur revanche sur 4 siècles de domination. Mais comment partager la Macédoine ottomane? Les rivalités se réveillent. Les ambitions de la Bulgarie s'opposent à celles de la Grèce et de la Serbie, et toutes combattent les aspirations des Albanais. La guerre reprend, opposant les alliés d'hier. Ce n'est plus une guerre de libération des peuples contre un même oppresseur, mais une guerre de nations. Des nations désormais exclusives, prêtes pour exister à éliminer l'autre, celui qui parle une autre langue, qui revendique une autre foi. Des villages entiers sont massacrés. Expulsions, viols, conversions forcées. Tout est mis en œuvre pour nettoyer les territoires. Plus de 400 000 personnes seront déplacées, de force, en grande majorité des musulmans.
C'est le début de ce que nous appelons aujourd'hui le nettoyage ethnique. Ce qui s'est produit dans les années 1990 est un exemple d'une pratique qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui a explosé au début du XXe. Comment des États faibles recourent à la violence contre des populations ethniques via leurs propres armées ou via des paramilitaires avec qui ils ont une relation indirecte. Ces unités paramilitaires exercent pour le compte de ces États une violence politique dont le but est de changer la donne sur le terrain. Cette collusion à des fins nationalistes entre un État et des groupes paramilitaires remonte aux guerres balkaniques. Le partage des territoires entérine les atrocités. Fixées par un traité de paix en 1913, les nouvelles frontières des Balkans annoncent les conflits à venir. Une Albanie indépendante a été créée, mais ses frontières sont floues et contestées. Le foyer de la rébellion albanaise, le Kosovo, est ainsi attribué à la Serbie. Une victoire hautement symbolique qui efface aux yeux des Serbes l'humiliation de la bataille de Kosovo-Polier. La bataille du Champ des Merles, remportée en 1389 par les Ottomans, le symbole de leur domination des Balkans. En 1989, les 600 ans de la bataille seront l'occasion pour Slobodan Milošević, président serbe de la Yougoslavie, d'annoncer le renouveau du nationalisme serbe. Prémisse des guerres qui bientôt déchireront l'ex-Yougoslavie. La dernière d'entre elles se joue en 1998 au Kosovo. Une guerre d'épuration ethnique destinée à éliminer une fois pour toutes la présence albanaise des zones revendiquées par la Serbie. En 2003, le Kosovo sera le tout dernier État à être créé en Europe. En 1913 a donc pris fin l'histoire européenne de l'Empire ottoman. Son destin se joue désormais à l'Est, au Moyen-Orient. La grande guerre qui se prépare va le précipiter. Novembre, 9h05 du matin. Comme chaque année depuis 1938, la Turquie rend hommage à l'heure de sa mort à son fondateur. Mustafa Kemal, Atatürk, père des Turcs. Celui qui en 1923 avait créé la République de Turquie, point final de l'histoire des Ottomans. Il avait fallu plus d'un siècle pour que l'Empire ottoman se retire d'Europe. Il ne faudra que 4 ans pour qu'il s'effondre définitivement, emporté par la Première Guerre mondiale. De ces dernières provinces orientales, d'Arabie, de Mésopotamie, de Syrie et de Palestine, va émerger le Moyen-Orient moderne. Des frontières, des États. Des fractures qui jamais n'ont cessé de se raviver. The orders are secret. Only the commanders know their target is the Dardanelles. 25 avril 1915.
les troupes franco-britanniques tentent un débarquement à Gallipoli, sur le détroit des Dardanelles. L'Empire ottoman est en guerre depuis novembre 1914, du côté de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Bulgarie. À Gallipoli, emmené par le commandant allemand Liman von Sanders et par Mustafa Kemal, alors jeune officier, l'armée ottomane repousse les Alliés. 1 demi-million d'hommes vont mourir. Mais pour les Ottomans, Gallipoli demeure une victoire. L'une des rares qu'ils remporteront dans cette guerre, rejointe à contre-cœur. Les Ottomans étaient les moins concernés par le conflit. Mais ils craignaient qu'une guerre européenne généralisée ne conduise un voisin plus puissant, en particulier la Russie, à entreprendre leur démembrement. Ils ont approché les Britanniques, les Français. Ils sont même allés en Russie pour tâcher d'obtenir un accord qui éviterait à l'Empire ottoman d'entrer en guerre et qui protégerait son territoire des conséquences d'un conflit européen. Mais les puissances alliées de l'entente ont refusé de lui offrir de telles garanties. L'Empire ottoman s'est donc de nouveau retrouvé du côté des empires centraux. Le gouvernement ottoman est dirigé depuis 1913 par un triumvirat autoritaire et nationaliste issu de la révolution jeune turque. Cemal Pacha, le ministre de la Marine, Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur, et Enver Pacha, le ministre de la Guerre. Il est le plus favorable à l'alliance avec l'Allemagne. Faute d'avoir évité la guerre, les trois pachas engagent l'Empire aux côtés des troupes allemandes. D'Istanbul aux confins de l'Anatolie, de Palestine au Yémen, de toutes les dernières provinces ottomanes, c'est la mobilisation. 1914 est lu comme le moment de revanche turque sur l'histoire, comme le moment vraiment de retournement historique. Or, dès les premières batailles, on voit que non, le destin ne sourit pas nécessairement aux Turcs, que la Première Guerre mondiale ou la guerre mondiale ne deviendra pas le moment de revanche turque sur l'histoire. À l'ouest, les Ottomans résistent, mais à l'est, c'est la débâcle. En 1915, Enver Pacha est passé à l'offensive contre la Russie. Il veut reconquérir les territoires perdus du Caucase, étendre l'Empire vers l'Asie centrale. Piégés par l'hiver, mal équipés, les troupes ottomanes sont décimées par le typhus, le choléra, la faim, parfois avant même de combattre. Et s'il faut nommer un responsable du désastre, ce ne sera pas le commandement ottoman. Un bouc émissaire est désigné, d'office. Les Arméniens. Pour les Ottomans, on accuse les Arméniens de collaborer avec les Russes. Selon les chiffres les plus exagérés que la Turquie a pu présenter, il y a eu 8500 Arméniens qui ont collaboré avec les Russes. Quand vous pensez qu'il y a eu quelques 13 millions de soldats russes mobilisés durant la Première Guerre mondiale et plusieurs millions de musulmans du côté de l'Empire, vous vous rendrez compte que 8500 personnes ne peuvent absolument pas changer la donne. C'est une goutte d'eau dans un océan d'armée. Or, ce crime, une fois de plus, entre guillemets, est considéré comme le crime de la communauté dans sa totalité. Ils vont faire l'objet de mesures de punition collective qui conduiront à l'extermination de la population arménienne d'Anatolie orientale et effectivement au premier génocide moderne de l'histoire. Le 24 avril 1915, quelques 200 intellectuels et notables arméniens sont raflés à Istanbul, emprisonnés et assassinés.
C'est le point de départ du génocide. D'Anatolie, les Arméniens seront déportés vers le désert syrien ou massacrés. Sous les yeux de l'état-major allemand qui laisse faire. Plus d'1 million vont périr. Les 2/3 de la population d'avant-guerre. Talat Pacha l'explique très clairement aux diplomates allemands, ce qui doit être fait maintenant, que le moment est opportun pour en finir avec la question arménienne. Cela est répété à des dizaines de fois par les responsables ottomans, aux unionistes, aux diplomates allemands ou aux diplomates autrichiens. Donc cette idée qu'on n'aura pas une autre opportunité historique pour en finir avec la question arménienne est très clairement présente dès 1915. La destruction des Arméniens de l'Empire ottoman confirme son repli. Les populations chrétiennes n'y ont plus leur place. Son noyau dur est turc et sa périphérie musulmane exclusivement. Dès l'entrée en guerre de l'Empire, le sultan calife Mehmed V a d'ailleurs lancé un appel à la guerre sainte. Une tentative de rallier derrière l'Empire ottoman tous les peuples musulmans en une même solidarité, un même combat contre les forces alliées. Toutes les frontières de l'Empire sont en jeu. Face à lui, la Russie qui avance jusqu'en Perse, la France présente dans tout le Maghreb et surtout la Grande-Bretagne. Depuis l'Égypte qu'elle occupe, elle dirige les opérations alliées. En appelant à la guerre sainte, les Ottomans espèrent déstabiliser ses ennemis de l'intérieur. Cela n'a pas fonctionné. Les ressources de l'Empire étaient bien trop limitées pour mener cette guerre sainte. Les musulmans ne se sont pas laissés impliquer dans la guerre sainte. Elle a été proclamée, uniquement proclamée. Le ministre de la Marine ottoman, Djemal Pacha, a pris ses quartiers à Damas, d'où il gouverne toute la Syrie ottomane. Elle s'étend sur les actuels territoires de la Syrie, du Liban, d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Il ambitionne de reconquérir l'Égypte, d'étendre cette périphérie arabe et musulmane qui protégera le cœur turc de l'Empire. Mais son offensive sur le canal de Suez contre les Britanniques est un échec. L'appel à la guerre sainte n'a pas mobilisé les Arabes derrière les Ottomans. Au contraire, le mécontentement couve dans les provinces arabes, intégrées dans un empire que les jeunes Turcs ont rendu de plus en plus centralisé et autoritaire. Plus que tout, Pacha craint la subversion intérieure. Le ministre de la Marine, Djemal Pacha, disposait d'un vaste réseau d'espions qui ont tout fait pour discréditer les intentions des intellectuels et des hommes politiques arabes. Il existait ainsi un parti important, le parti de la décentralisation ottomane. Il ne réclamait pas l'indépendance, mais il militait pour que les provinces arabes de l'Empire ottoman retrouvent la même autonomie qu'avant-guerre. Il demandait l'utilisation de la langue arabe dans l'enseignement et dans la justice, et qu'on en finisse avec la suprématie de la langue turque. À ces revendications, Djemal Pacha répond par la terreur. Au printemps 1916, à Damas, Beyrouth et Jérusalem, des intellectuels et des activistes arabes sont arrêtés, accusés de trahison, exécutés. En 4 ans seulement, les peuples des provinces arabes ont souffert comme jamais auparavant.
Vivre sous le joug ottoman est devenu insupportable pour les citoyens moyens. Leur colère contre l'Empire s'est accrue, comme leur détermination à en sortir. Les Ottomans comptaient sur leur vassal, Hussein, shérif de la Mecque, pour soutenir de son autorité morale leur guerre sainte. Héritier de la dynastie hachémite, Hussein est le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. Mais Hussein, lui, veut régner sur tout le désert du Hedjaz et obtenir son autonomie des Ottomans. Refusant de négocier, les jeunes Turcs menacent de le destituer. Les Britanniques, en revanche, lui proposent tout ce qu'il désire. L'indépendance des Arabes ottomans, de la Mésopotamie à la Palestine, sous son autorité, en échange de sa révolte. Les exactions de Djemal Pacha achèvent de le convaincre. En juin 1916, Hussein appelle les Arabes à se révolter contre l'Empire. Quand on lit les journaux intimes de cette époque, on voit bien que beaucoup dans le monde arabe encourageaient, voire même adhéraient à ces mouvements. Mais il est aussi clair qu'il y avait des divisions. Les gens étaient divisés entre ceux qui demeuraient loyaux et ceux qui résistaient au régime ottoman. Le fils de l'émir Hussein, Faisal, mène la révolte. À ses côtés, un jeune Anglais, un archéologue devenu officier de renseignement, Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabie. Ensemble, Faisal et Lawrence mènent une véritable guérilla contre l'armée ottomane. Dans le désert du Hedjaz, ils détruisent le chemin de fer du pèlerinage bâti par le sultan Abdulhamid en 1900, le symbole de la domination des Ottomans en Arabie. Ils s'emparent d'Aqaba, harcèlent les troupes impériales sur plusieurs fronts, permettant aux Britanniques d'avancer en Palestine. En décembre 1917, le général britannique Allenby rentre victorieux dans Jérusalem. L'arrivée du général Allenby et de ses troupes indiennes, à l'époque la base de l'armée britannique était indienne, a tout d'abord signifié la fin de la guerre et la fin des souffrances causées par cette guerre. Certains pensaient aussi que cela annonçait la fin de l'Empire ottoman et surtout la fin de l'oppression menée par Djemal Pacha et son administration militaire. Fin septembre 1918, Damas tombe. Immédiatement, Faisal y proclame un gouvernement provisoire. En 4 ans seulement, la guerre a achevé la rupture entre les Arabes et l'Empire ottoman. Sur tous les fronts, de Palestine en Mésopotamie, l'armée ottomane et ses alliés allemands capitulent. Le sultan Mehmed V n'aura pas assisté à la chute de l'Empire.
Après sa mort en juillet 1918, son frère Mehmet VI lui succède. Quelques mois plus tard, le 30 octobre 1918, alors que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie cèdent aussi sur le front européen, Mehmet VI est contraint d'accepter l'armistice. Le surlendemain, Talat, Enver et Cemal, les trois pachas qui ont dirigé l'Empire en guerre, s'enfuient à bord d'un sous-marin allemand. Ils abandonnent un pays en ruine, à la merci des Alliés. Le nouveau gouvernement ottoman avait tout à fait conscience qu'il devait montrer au monde sa détermination à punir sévèrement les crimes de guerre des jeunes Turcs. Faute de quoi, il se verrait condamné par les vainqueurs lors des négociations de paix. Ce n'est pas très connu en Occident, mais immédiatement après l'armistice, le gouvernement ottoman réunit un tribunal pour juger les responsables de l'organisation et de la perpétuation des massacres contre les Arméniens. Des centaines d'officiels, des plus bas niveaux de l'administration provinciale jusqu'au gouvernement central, ont été arrêtés ou jugés par contumace. Des douzaines ont été jugés coupables et condamnés à mort. 3 d'ailleurs ont été pendus pour leurs crimes, certains ayant joué un rôle majeur dans la chaîne de décision qui a conduit au meurtre de milliers d'Arméniens. Mais bien sûr, les premiers responsables, les architectes du génocide, avaient eux déjà fui le territoire ottoman et ne seront pas soumis à la justice ottomane. Le nouveau gouvernement ottoman peut bien tenter de prendre ses distances avec l'expérience jeune turque. Il n'évitera pas l'ultime démantèlement. La conférence de la paix s'ouvre à Paris le 18 janvier 1919. Faisal, accompagné par Laurence, a fait le voyage. Il est venu rappeler aux Britanniques leur promesse, la reconnaissance de son grand royaume arabe basé à Damas. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pendant la guerre, la Grande-Bretagne a secrètement négocié avec la France, son allié contre les Ottomans. Mené par Mark Sykes, un agent britannique, et François-Georges Picot, un diplomate français, les discussions ont débouché sur un plan de partage des provinces ottomanes. Au sud, la Grande-Bretagne s'arroge notamment la Mésopotamie, où elle dispose de plusieurs concessions pétrolières. Au nord, la France revendique la Syrie, où elle ambitionne d'étendre son influence. Elle y a des intérêts anciens. Depuis le XIXe siècle, elle y protège les chrétiens maronites du mont Liban. Bien entendu, l'accord Sykes-Picot ne fait nulle mention du royaume de Faisal. Faisal a fait beaucoup de concessions aux Français, notamment sur leur rôle de conseiller ou de tuteur de son royaume syrien. Mais aucune concession n'aurait pu ébranler l'ambition ultime de la France, qui était de diriger la Syrie, officiellement comme un mandat, mais en réalité comme une possession coloniale. Le projet Sykes-Picot prime sur la promesse faite à Faisal. La France reçoit un mandat pour administrer la Syrie. Les Britanniques se retirent et laissent Faisal affronter seule la France. Le 24 juillet 1920, il mène un dernier combat à Messaloun, aux abords de Damas. Le 28, il est exilé. C'est la trahison ultime des promesses faites par les Britanniques aux Hachémites. Le symbole, pour les nationalistes arabes, de l'échec des Britanniques à tenir leurs engagements à l'égard des Arabes et de respecter leur droit à disposer d'eux-mêmes. Cela a créé un problème qui affectera le monde arabe durant tout le XXe siècle. Comment se réconcilier avec les frontières qui lui ont été imposées? Non seulement en Syrie, mais en Irak, en Jordanie, en Palestine, au Liban.
Les années de l'entre-deux-guerres seront une période de confrontation entre les Arabes divisés et les puissances colonisatrices. De quoi déformer pour toujours la politique arabe. D'emblée, la France accorde à ses protégés maronites l'indépendance qu'ils désirent. Indépendance de l'Empire ottoman, indépendance aussi du reste de la Syrie. Le 1er septembre 1920, à Beyrouth, un nouvel État est créé, le Grand Liban. Pour qu'il soit viable, on adjoint au Mont Liban les villes côtières de Beyrouth, Tyr, Tripoli, ainsi que les plaines fertiles de la Bekaa. Les chrétiens maronites étaient majoritaires au Mont Liban. Dans le nouvel État, ils vont se trouver à égalité avec les musulmans, sunnites sur la côte, chiites dans le sud. J'ai pas de doute qu'en 1920, la création du Grand Liban, ou le Liban comme on le connaît aujourd'hui, a été vécu dans l'amertume par la grande majorité des musulmans libanais, d'où naissait un problème d'identité qui va continuer à être source de conflits au Liban. Parce qu'en fait, ce qu'on a au Liban, c'est une situation où l'État donne la primauté aux communautés, les individus sont subordonnés à cet état de choses qui ont empêché l'épanouissement total de la citoyenneté, qui en fait ne peut s'épanouir pleinement que dans un État qui réussirait à prendre une véritable autonomie par rapport aux communautés. C'est ce que j'appelle la condition libanaise. Les Français ont doté le Grand Liban d'une constitution qui partage strictement le pouvoir entre les différentes confessions religieuses. Un confessionnalisme politique rigide, dont le Liban, devenu indépendant en 1943, ne s'est jamais sorti. Après la conférence de la paix, les traités s'enchaînent. San Remo, Sèvres. Un à un, ils disloquent ce qui restait de l'Empire ottoman. Alors qu'Istanbul est occupé par les forces françaises, britanniques et italiennes, le gouvernement ottoman ne peut que se résoudre à ces nouvelles amputations et divisions. Sans doute sommes-nous nombreux ici à avoir la nostalgie d'une continuité géographique où le monde arabe et le Moyen-Orient en général ne seraient pas divisés. Le Liban du Sud et la Galilée étaient une seule et même région. Les gens se déplaçaient à travers la Transjordanie comme s'ils se trouvaient dans un même pays. Idem pour la Syrie et la Palestine, qui formaient un seul et même territoire. Les habitants étaient habitués à cette continuité, qui a pris fin avec l'arrivée des Britanniques et l'isolement de la Palestine du reste des pays arabes voisins. Les Britanniques ont reçu un mandat pour administrer l'ancienne Palestine ottomane. Ils prévoient l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif. C'est la réalisation d'une autre promesse de guerre, celle faite au mouvement sioniste, en quête d'un territoire pour accueillir les Juifs persécutés d'Europe. En novembre 1917, la déclaration de Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères, était explicite. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Les sultans ottomans avaient refusé tout accord avec le mouvement sioniste, même si d'importantes communautés juives étaient déjà implantées depuis l'Antiquité en Palestine, à Jérusalem, à Hébron ou à Safed.
L'administration britannique, elle, encourage l'immigration des Juifs européens qui fuient l'antisémitisme et les pogroms de Russie, d'Ukraine ou de Pologne. Toute une population nouvelle qui importe avec elle une culture européenne en marge des modes de vie locaux. Les relations entre les musulmans et les juifs étaient comparables aux relations entre les musulmans et les chrétiens. Concernant la période ottomane, on ne peut pas parler de séparation antagoniste des juifs et des arabes. On ne peut pas parler des juifs et des arabes. Cette notion n'existait pas. Il y avait des groupes régionaux différents. Parfois, les chrétiens étaient majoritaires dans quelques villages. Parfois, les juifs étaient majoritaires dans certaines villes. Tous coexistaient. Prenons la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes habitués à penser qu'il existe 4 quartiers distincts. Un quartier juif, un quartier musulman, un quartier arménien et un quartier chrétien. Nous sommes persuadés que chaque quartier est exclusif, mais ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas autrefois de quartier exclusivement réservé pour telle ou telle communauté. Les juifs habitaient dans les quartiers musulmans en grand nombre. Ceux qui ont amené ici cette idée de séparation, ce sont les Britanniques, pas les Ottomans. Ce sont en effet les Britanniques qui divisent la vieille ville de Jérusalem et imposent la mention de la religion sur les passeports, séparant juifs et musulmans. Les Juifs ne représentent alors que 10% à peine de la population de Palestine. Mais déjà, le projet de foyer juif attise le ressentiment. En avril 1920, alors que les musulmans de Palestine célèbrent comme chaque année le festival de Nebi Moussa, des troubles éclatent à Jérusalem. Des leaders religieux appellent à l'indépendance. Des portraits de Faisal sont brandis. La foule se retourne contre les Juifs. Pendant 3 jours, les commerces et les maisons sont pillés. 5 Juifs et 4 musulmans sont tués, des centaines blessés. « 1920, c'est vraiment le début du lien qui se crée entre religion et nationalisme. Mais dans ce sens où la religion donne une force supplémentaire au nationalisme ethnique. Ce n'est pas une guerre théologique. C'est ça la différence entre le Moyen-Âge et notre époque. Ce n'est pas un conflit théologique, c'est un combat entre des groupes nationaux ethniques. La religion entretient l'exclusivité ethnique et permet de rejeter l'autre. Je pense que là, on a raté quelque chose. Le nationalisme sioniste et le nationalisme palestinien n'ont fait que se renforcer. Et cette possibilité d'un sionisme arabe, d'une identité mixte juif-arabe, hybride mais très locale, a disparu alors qu'elle aurait pu exister. Elle a été oubliée dans ce conflit entre ces deux mouvements qui excluent l'autre. L'ironie, c'est que la Grande Guerre devait signifier la fin des divisions et des tragédies qui allaient avec. En réalité, elle a donné lieu à de nouvelles séparations. Elle a renforcé le sectarisme et contribué à l'émergence des nouveaux conflits confessionnels. On a vu surgir à travers tout le Moyen-Orient des tensions issues de ce système étatique hérité de l'après-Première Guerre mondiale.
ce qui a fait du Moyen-Orient une zone de conflit depuis un siècle. C'est une triste vérité, mais effectivement, aucun traité n'a apporté la paix sur les fronts ottomans. Comment répondre au chaos créé par le partage du monde ottoman? Incapables de réconcilier projets sionistes et aspirations arabes, les Britanniques ont ainsi décidé de diviser la Palestine. Le foyer juif sera établi sur la rive ouest du Jourdain uniquement. La rive est, soit les 3/4 de l'ancienne Palestine ottomane, devient-elle la Transjordanie, actuelle Jordanie. Elle est confiée à Abdallah, le frère de Faisal. Une façon d'apaiser un front à l'heure où un autre menace. En juin 1920, une grande révolte a en effet éclaté en Mésopotamie, placée également sous mandat britannique. Ce n'est pas une révolte, c'est une série de révoltes. Les chefs des tribus se sont soulevés pour certaines raisons, les villes saintes pour d'autres. Il s'agissait de dire non aux Britanniques. Les tribus étaient en colère parce qu'elles n'étaient pas payées par les Britanniques. Le clergé de Najaf et de Kerbala réagissait aux événements en Iran, où les chefs religieux s'opposaient aussi à la présence britannique. La Mésopotamie ou Irak est un territoire stratégique. 3 provinces ottomanes la composent. La province de Bagdad, où se mêlent populations sunnites, chiites, juives et chrétiennes, Mossoul, qui est majoritairement kurde, et Bassora, majoritairement chiite. Les Ottomans avaient conquis la Mésopotamie pour se protéger de leur grand rival chiite, l'Empire perse, futur Iran. Les Britanniques, eux, la convoitent depuis le XIXe siècle, autant pour ses ressources en pétrole que pour sa position sur leur route des Indes. Mais après la révolte de 1920, il n'est plus question de coloniser la Mésopotamie. Dès lors, comment se désengager tout en maintenant ses intérêts? C'est tout l'enjeu de la conférence réunie au Caire en mars 1921 par le nouveau ministre des colonies, Winston Churchill. Parmi les 40 conférenciers, une seule femme, Gertrude Bell. Elle va écrire l'histoire de l'Irak. Après la Première Guerre mondiale, il y avait 2 écoles au sein de l'administration britannique. La première, l'école du Caire, qui voulait réconcilier les aspirations des peuples avec les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne, et dont Bell faisait partie, et la seconde, l'école indienne, qui souhaitait simplement coloniser les territoires occupés. Bell, en bonne adepte de l'école du Caire, entendait réconcilier les aspirations arabes et les intérêts britanniques, mais sans trop se soucier des Irakiens locaux. Gertrude Bell est une archéologue britannique reconnue et aussi un agent de renseignement. Avant-guerre, elle a sillonné l'Empire ottoman, appris le turc, le persan, l'arabe. De toutes les provinces arabes, elle connaît les tribus, les clans, les alliances. Pendant la guerre, elle s'est rapprochée de Thomas Édouard Lawrence. Comme lui, elle croit en une alliance avec les Hachémites d'Arabie. Après la guerre, Londres la charge d'élaborer un plan pour la Mésopotamie. À la conférence du Caire, elle en expose les grandes lignes. Fonder un royaume d'Irak, autonome et loyal aux intérêts britanniques, et placer à sa tête l'ancien allié trahi et abandonné, Faisal, fils du shérif Hussein.
L'argument de Bell était le suivant. Il nous faut un groupe fiable, loyal pour gouverner l'Irak et pour former une nouvelle classe dirigeante. Le problème était de savoir qui choisir comme souverain pour ce nouveau royaume. C'était très important. Bell et ses comparses se sont dit qu'ils pourraient importer une famille royale, comme cela se fait en Europe. C'était vraiment stupide de ne pas avoir choisi quelqu'un qui venait d'Irak. Ils ont fait venir cet homme de la péninsule arabique en pensant « il va réussir, il est un symbole d'unité ». Mais il n'avait pas de base populaire, de place dans notre histoire ou dans nos mémoires. Nous étions une société divisée, rassemblée par la force. Gertrude Bell ne ménage pas ses efforts pour imposer Faisal. Elle le présente aux chefs locaux, le conseille et le forme. Elle le croit capable de diriger cet État d'Irak improbable qu'elle est en train d'inventer. Un État d'Irak dont la population sera au final majoritairement chiite, mais qu'elle confie à un prince sunnite venu d'ailleurs. En août 1921, Faisal est couronné roi d'Irak. Faute d'hymne national, l'orchestre entonne « God Save the King ». Comment créer un État à partir de tant de groupes différents, de traditions, de langues, de cultures? Il n'y a que la force idéologique et la force physique. Et cela a échoué. Bell s'est appuyé sur un petit groupe d'officiers sunnites et panarabistes pour créer cet État artificiel. Elle pensait qu'ils étaient une force modernisatrice, qu'ils réussiraient à fonder un État moderne. Le temps qui a passé a montré que c'était un mythe. 2003 a mis fin au projet de Bell. 2003, l'invasion américaine de l'Irak. La fin d'une histoire irakienne marquée par la domination de clans sunnites sur la majorité chiite. Le début d'une ère de violence confessionnelle sans précédent. Nous avons remplacé une armée dominée par les sunnites par une armée dominée par les chiites. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Du chaos confessionnel irakien est né un mutant. L'État islamique en Irak et au Levant, ISIS ou Daesh, son acronyme arabe. Une armée de djihadistes sunnites qui, d'Irak, s'est exportée en Syrie en proie à la guerre civile. En 2014, son leader, Abu Bakr al-Baghdadi, a proclamé un nouveau califat sur les territoires de l'Irak et de la Syrie. Un appel à abattre les frontières héritées de l'accord Sykes-Picot et à détruire l'ordre imposé sur les ruines de l'Empire ottoman. Cette tension a toujours existé dans le monde arabe au XXe siècle. Cet attrait pour une solution transnationale, porté par ceux qui croiront toujours plus légitime d'unifier les Arabes et de dissoudre les frontières coloniales dans un vaste projet national arabe.
Le fait est que les États de la région se mobilisent contre la menace transnationale représentée par l'État islamique afin de protéger les États arabes dans leurs frontières héritées des accords d'après-guerre. Maudites ou bénies, ces frontières ont duré. Et aujourd'hui, elles sont tout autant revendiquées par les nationalismes locaux que menacées par les groupes transnationaux qui veulent les détruire. Cette réalité, je crois, va continuer à définir le monde arabe pendant les décennies à venir. Ce qui questionne l'Irak aujourd'hui, ce sont aussi les aspirations des Kurdes à réaliser leur ambition nationale. En Irak comme en Syrie, les Kurdes sont en effet en première ligne face aux avancées de l'État islamique. Rappelant au monde le destin d'un peuple à l'histoire ancienne, à la culture et à la langue singulière. Ni arabes, ni turcs, dispersés entre les actuels Irak, Syrie et Turquie. Un peuple sans État. Le grand oublié du partage de l'Empire ottoman. Jusqu'au XIXe siècle, les Kurdes n'avaient pas de conscience nationale. Ils se considéraient comme de simples sujets de l'Empire ottoman, comme une composante de la société ottomane. Dans l'Empire ottoman, l'identité n'était d'ailleurs pas définie par la nation, mais par la religion. Il y avait les musulmans et il y avait les non-musulmans. Comme les Kurdes étaient musulmans, ils étaient traités comme la majorité musulmane. La seule exception était leur statut semi-autonome, mais ils étaient aussi soumis à l'impôt et à la conscription militaire. Cet état de fait ne leur a pas permis, jusqu'à la fin du XIXe siècle, de se forger une conscience nationale. Cette conscience est apparue à la fin de l'époque ottomane, comme une réaction aux politiques de turquisation de l'Empire. C'est là qu'ils ont commencé à réaliser qu'ils étaient différents, lorsqu'ils ont été oppressés, assimilés, exterminés. C'est en résistant à cette pression qu'ils vont développer leur altérité. Après la défaite des Ottomans, les Alliés ont pourtant envisagé de doter les Kurdes d'un État. C'est l'une des dispositions du traité de Sèvres qui règle en détail le sort de l'Empire ottoman. Il prévoit un territoire autonome pour les Kurdes, en Anatolie orientale, aux côtés d'une grande Arménie. L'Empire ottoman se réduit alors à la région d'Istanbul et à l'Anatolie de l'Ouest. Mais Sèvres ne sera jamais appliquée. En Anatolie, la révolte gronde contre le pouvoir ottoman. Ce pouvoir affaibli et discrédité qui a accepté l'humiliation du traité de Sèvres. Bientôt, c'est une véritable armée de libération nationale qui se lève. Une armée turque décidée à recouvrer sa souveraineté, à sa tête un officier, héros de Gallipoli, Mustafa Kemal. À Ankara, en Anatolie, il a proclamé un contre-gouvernement. Il ne reconnaît plus l'autorité du sultan. Rien ne résiste à son armée. En septembre 1922, il s'empare de Smyrne, occupée par l'armée grecque. La ville est détruite par le feu. La population grecque est massacrée. Ils soumettent aussi les dernières troupes fidèles au sultan. Mehmed VI est contraint d'abdiquer. La famille impériale s'exile. Mustafa Kemal abolit le sultanat et le 29 octobre 1923 proclame la République de Turquie.
Le traité de Lausanne, qui annule celui de Sèvres, en reconnaît les frontières. Il n'y aura pas d'État kurde. On a parlé parfois de peuple turc et kurde pendant la guerre d'indépendance, et puis peu à peu, le mot kurde est évacué, et finalement, on crée une république turque, pas d'Anatolie. On crée pas l'État d'Anatolie. Après tout, on aurait pu imaginer cela. Certains l'ont défendu, d'ailleurs, que l'État s'appelle en fonction du territoire, de la géographie de l'Anatolie. Mais finalement, c'est la définition ethnique qui a prévalu. Et là, en fait, c'est en quelques années, en réalité. En 1900, on n'a pas de nationalisme turc. Et en 1923, on a un État national turc, si vous voulez. C'est un espace de temps qui est ridiculement faible, qui est extraordinairement bref. Et c'est pour ça que l'Empire, et c'est pour ça que le nationalisme turc est quelque chose de très fragile, parce qu'il est quelque chose de très récent, si vous voulez. Il est dans l'enfance. On peut le dire, au moment où se crée cet État-nation, soi-disant État-nation. La nouvelle République définit la nation. Turque, anatolienne, musulmane sunnite. Ce qui constituait le noyau dur de l'Empire ottoman. Mustafa Kemal a voulu un État moderne et laïque, en rupture avec le passé. Mais il s'inscrit dans sa continuité. Comme au siècle passé, l'identité religieuse conditionne l'identité nationale. Pour la toute première fois dans l'ère moderne, émerge un État musulman qui se permet de dire à des États chrétiens où s'arrêter. C'est cela la victoire d'Atatürk. Je crois que pour les républicains turcs, la fierté nationale et la consolidation d'une conscience nationale sont liées dès le départ à ce sentiment d'avoir accompli ce que les Ottomans avaient échoué à faire pendant des siècles. Tenir les puissances européennes en respect, tout en s'occidentalisant. Après la guerre, l'État-nation s'impose comme modèle indépassable. Mais que faire quand les peuples ne correspondent plus aux frontières ? La Grèce et la nouvelle Turquie ont opté pour une solution radicale. Dès 1924, 500 000 musulmans sont expulsés de Grèce et près d'1 million de Grecs ottomans, chrétiens, doivent quitter la Turquie. Entiers sont abandonnés. Des siècles de présence et d'histoire commune sont effacés. L'Empire ottoman a bel et bien disparu. Je pense que tout empire est par définition démesuré. Territorialement démesuré, démesuré aussi de par sa composition. Un empire peut se maintenir tant qu'il n'y a pas d'exigence de citoyenneté. Du moment où vous êtes en face de la revendication de citoyenneté, vous êtes en face du phénomène de la cité. Il faut fonder la cité. Mais sur quelle base peut-on fonder la cité ? Est-ce que ce sera une base ethnique ? Est-ce que ce sera une base linguistique ? Est-ce que ce sera une base confessionnelle ? Et je crois que l'Empire ottoman, pas plus que l'Empire russe, pas plus que l'Empire austro-hongrois, n'a pas pu résoudre cette question-là. Donc, en un sens, le déclin dans le contexte historique du 19e, 20e siècle était inévitable. Sauf que ce déclin n'avait pas nécessairement à prendre cette forme-là. Et si la fin des Ottomans, dans toute sa longue histoire de violence et de chaos, nous invitait à repenser l'État, la nation, les frontières, à envisager d'autres modèles, fédération, communauté,
ou union, pour combler les fractures nées du partage de l'Empire.